Faisant suite à l'offrande à Gaïa, c'est-à-dire ayant parlé de la terre-mère, et puis de ce que nous faisons sur elle, ou ce que nous ne faisons pas, malheureusement, j'ai donc écrit ensuite un livre qui s'appelle donc Le rayon sous la cendre. Et ce livre commence, enfin du moins j'ai emprunté le livre, le titre, à un conte de fées bien connu qui s'appelle Cendrillon. En effet, la petite Cendrillon qui est maltraitée, qui est ignorée par sa marâtre et par ses sœurs, cette petite Cendrillon, en réalité, c'est elle qui, dans le grand bal donné par le prince, va aller épouser finalement le prince. En dépit de ce qu'elle est, c'est-à-dire inconnue et ignorée. Dans ce livre, j'ai aussi changé complètement de cadre. J'étais allée dans une ville que tout le monde connaît, ou du moins de réputation, je suis allée dans la ville de Prague. Et je suis littéralement tombée sous le charme de cette ville, dont le nom vient du mot Praha, qui veut dire le seuil. Et là, j'ai vraiment eu l'impression, en allant dans cette ville, de franchir un seuil. Prague, en effet, a été, un petit peu à l'instar de Paris, un lieu de grande culture, où les plus grands alchimistes, les plus grands savants se sont réunis. Ils étaient donc, je dirais, attirés aussi par un prince extraordinaire qui s'appelait Charles IV. Charles IV, qui d'ailleurs, et ça c'est une découverte que j'ai faite en écrivant ce livre, Charles IV connaissait très bien le pape Clément VI, qui avait commencé sa vie dans l'abbaye de la Chaise-Dieu. Donc il y a eu encore, en effet, pour moi, des signaux qui me disaient que ce Charles IV n'était pas totalement inconnu. Donc ce fut la patrie aussi de Mozart, la patrie de Casanova, et de très grands personnages comme les astronomes qui avaient travaillé sur les planètes, etc., etc. Mais ce qui m'a intéressé surtout dans ce livre, ce qui m'a été demandé dans ce livre, je ne l'ai pas vraiment fait exprès, c'est de m'intéresser de plus près à la cellule du corps, bien sûr, et aussi aux maladies et comment elles étaient traitées. Donc dans ce livre, je vais en réalité raconter l'histoire d'un chercheur qui s'appelle Anton, qui est tout ce qu'il y a de plus pragois, bien sûr, mais qui va faire des recherches sur la cellule et spécialement sur le cancer. Il va aller assez loin et il va se rendre compte à quel point il n'est pas le premier à qui ça arrive, car en réalité, notre monde il y a dans notre monde énormément de gens qui se sont penchés sur la cellule et sur ce problème de cancer. Et tous ces êtres, tous pratiquement, ont été mis au rebut de la société. Certains même ont été tués, ont été mis en prison. Il y a eu comme une espèce de, je ne dirais pas un complot, mais presque, qui a fait que tous les gens qui avaient trouvé quelque chose concernant le cancer ont été véritablement vilipendés. Donc, j'ai vraiment essayé de creuser vraiment tout ça, tout en parlant en même temps des découvertes de l'humanité, des humanités passées, par exemple la civilisation des Dogons, qui est une civilisation qui vient carrément du cosmos, et comparer comment les Dogons vivent maintenant, comment nous vivons maintenant avec ce qu'ils avaient reçu. Et ça nous donne aussi l'impression que véritablement la terre et le ciel devraient fonctionner ensemble, alors qu'en réalité, nous sommes complètement séparés de nos racines célestes. Je vais vous lire un extrait qui parle d'un personnage dont je pense très peu de gens se souviennent et qui s'appelle Gaston Naessens. Un autre biologiste français a aussi orienté mes recherches. Je veux parler de Gaston Naessens. Comme tant d'autres, il a été obligé de s'exiler après avoir été accusé de pratique illégale de la médecine. Au cours des années 45-50, ce passionné formula l'hypothèse qu'un cancer représente un désordre d'ordre général qui se localise, plutôt qu'un désordre local qui se généralise. Opinion que soutient d'ailleurs aussi le docteur Hammer.
Gaston Nessens ne chercha pas à agir directement sur les cellules cancéreuses, mais plutôt à influer sur les processus qui induisent la prolifération des tumeurs. En 1949, il mit au point un médicament destiné à enrayer la fermentation qui se manifeste au sein des tumeurs malignes. Ses travaux rejoignent ceux d'Antoine Béchamp. Cet autre oublié devrait être honoré en tant que bienfaiteur de l'humanité, à la place de votre célèbre Pasteur, qui n'hésita pas à s'attribuer la paternité de certaines recherches effectuées par Béchamp, après l'avoir préalablement âprement dénigré. Ce dernier s'intéressait au phénomène de la fermentation que l'on remarque lors de la vinification. Il découvrit un ferment qu'il appela microzyma. Il existe partout, dans l'air, la terre, les eaux et la poussière. Il est l'élément primordial de la cellule qu'il contribue à construire ou qu'il détruit lorsqu'il devient pathogène sous la forme de virus et de bactéries. Lorsque la destruction est totale, il s'ensuit une putréfaction.